C'est vrai, depuis que vous êtes en France, les princes de l'Église ont le pas sur les princes de sang. Au fait, je me demande si c'est bien prudent. Comment? Je ne crois pas bien prudent de laisser un frondeur comme le cardinal revenir à Paris. Certes pas. Gare le rouge. Mais vous n'allez pas... Adieu, signor Giulio. À nouveau unis au Grand et au Parlement, Condé, son frère Conti et son beau-frère Longueville quittent la prison où les avait jetés le gredin de Sicile. Mazarin était allé lui-même libérer Condé pour tenter de négocier, mais Condé l'a rejeté au sol du bout de sa botte. La reine et l'enfant roi, étant à demi prisonniers à Paris, le cardinal n'a plus qu'une ressource: fuir, se réfugier dans les Ardennes au château de Bouillon et attendre que la chance, peut-être. Le courrier n'est pas arrivé? Pas aujourd'hui, monseigneur. Vous avez eu votre poste hier. Vous chiffrez mes lettres. Bien, bien. Je m'aperçois d'une chose étrange dans cette chambre. Je ne sais que faire. J'ai aimé les livres sans les lire, les peintures et les statues sans presque les voir. Je m'aperçois qu'il n'y a eu qu'une force dans ma vie jusqu'à cette fuite, le travail. Me voilà exclu des conseils, exilé du royaume. Et ces catastrophes me mènent à un petit mal quotidien. Je m'ennuie. Je me demande ce que faisait Monsieur le Prince dans la prison où je l'avais mis. À part cultiver des œillets. Il attendait que votre éminence vienne le délivrer. Je me demande ce que j'attends. Et pourtant, je suis malade d'impatience. Après des années si dures, monseigneur, ces deux frondes insensées, puisque l'exil vous force au repos, relisez Tacite. Non. C'est comme si j'avais faim. C'est la troisième fronde qui m'intéresse. Mon imagination à moi, c'est des événements, des secrets à deviner dans les cœurs fermés. Mon ouvrage, c'est de savoir que chaque serrure a sa clé et de la découvrir. Ma méditation, c'est un calcul sur les actes des hommes. Ici, je suis comme une machine démontée parce que je ne sais faire que ça. Gouverner. Gouverner avec la reine. Et je suis au piège. Et sans elle. Il va falloir en tout cas sortir de ce piège-là. Les Espagnols viennent de publier que leurs troupes pilleront et brûleront toutes les terres de ce château de Bouillon, tant que votre éminence y séjournera. Quand? Hier, 20 mars. Il faut quitter les Ardennes. Où aller, Gère? Nous n'avons pas de passeport, pas l'escorte. Et plus de linge. Nous n'avons pas osé vous dire que les deux derniers convois de M. Colbert avaient été fouillés. Et les voitures pillées et les portes. Et le courrier? Et de toute façon, les lettres arrêtées sont chiffrées. Je ne sais même plus si mes lettres arrivent.
La reine croit peut-être que je lui en veux, que je l'abandonne. Il y a un seigneur espagnol qui demande la porte et l'hospitalité avec toute une troupe. Toute une troupe? Voici Don Nicolas Aitor et Urgoiti, Don David Aritz Alcolia, Don Diego Torres Alba Siburin. Ces trois gentilshommes vont commander votre escorte. Señora, j'ai eu des capitaines castillans face à moi, je préfère les avoir à mon côté. Le château se nomme Brûle. C'est une vieille forteresse allemande près de Cologne, mais on l'a vu bien meublée. L'électeur de Bavière en fait don à votre éminence tant qu'il lui plaira d'y séjourner. Un intendant vous y attend. Dois-je avouer à votre excellence qu'il me sera difficile de mener ce train. Et là, je suis sans équipage d'aucune sorte. L'électeur archevêque et son trésorier sont aux ordres de votre éminence. Pour le voyage, l'archiduc gouverneur des Pays-Bas vous accorde bien volontiers le prêt que vous auriez sans doute demandé. L'archiduc Léopold a également songé qu'il vous serait agréable d'avoir à Brûle votre famille. Voici tous les passeports assurant le passage. Ils permettent aussi quelques promenades dans les forêts et sur le Rhin. C'est un beau pays. Je ne sais comment. Un peu froid pour nous autres latins, un peu rude de mœurs. Un jour, quand la France et l'Espagne auront fait la paix, vous me permettrez de me souvenir de tout cela. Savez-vous, monsieur le cardinal, que Sa Majesté Philippe IV vous considère comme son plus redoutable ennemi? Peut-être l'ai-je été, en effet. Peut-être. À la paix de Westphalie que nous avons discuté ensemble. Mais que je n'ai pas signé. Hélas. Je m'étais juré qu'un jour viendrait où mon roi n'aurait plus à redouter votre embrassement entre Flandre et Roussillon. Je vous avais déjà séparé de l'Autriche. Mais je ne suis plus en condition d'être un redoutable ennemi. Mais vous pouvez être un inestimable ami. Que me dites-vous là? Monseigneur, les petits égards que je viens de vous apporter honorent un grand adversaire. Ils ne sont pas de loin à la mesure de l'estime que l'Espagne vous porte. Si, dans votre retraite, vous songez qu'un jour Sa Majesté Philippe peut vous compter à son service, ce serait un honneur pour l'Espagne. Et je vous garantis qu'elle ne serait pas ingrate. Vous voulez dire par là que la France est ingrate, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, c'est le pays que j'ai choisi. C'est toute ma vie. C'est là que sont ma reine et mon maître. Je ne serai jamais à quelqu'un d'autre. Et je finirai mes jours en les servant. Monseigneur, vos adversaires regretteront davantage encore ce qu'aurait pu leur apporter un homme aussi fidèle. Un joueur ne change pas d'enjeu en cours de partie. N'est-ce pas? Nous suivons la route du Rhin. C'est vraiment très beau, monseigneur. J'ai réfléchi. Entre Paris et ce château de Brûle, je veux la poste la plus rapide et la plus secrète. L'ordre de l'archiduc servira à ça. C'est possible. Par plusieurs routes et avec des relais très courts. À Paris, approchez Servien et Hugues de Lyon, qui vous aideront à cela. Vous direz à Colbert de ménager un moyen secret d'approcher la reine sans que personne en pénètre rien. Par mademoiselle Filante ou madame de Brienne. En dehors des lettres que vous apporterez, il faut redire à la reine ceci. Nous avons trois forces en face de nous. Le Parlement, Monsieur et les grands, enfin Monsieur le Prince et la maison de Condé. L'union de ces trois forces est d'autant plus fragile qu'elle se faisait contre moi et je ne suis plus là. Il faut y mettre la brouille. Par exemple, Monsieur ne peut pas supporter le premier président Molé. Que la reine prenne Molé au Conseil. Voilà le Parlement et Monsieur échauffé. Vous m'écoutez, Geur?
plus grande difficulté qui se présente à moi, Maxima autem difficultas quae mihi offert, dans l'exécution de ce devoir, in functione istius numeris, est de dompter mes passions et domare meas cupididades, et de les retenir comme des bêtes farouches. et ilias continere quasi bellus imanes. Bien, mon fils. Monsieur le cardinal serait content. Il est vrai qu'un roi doit savoir dominer ses passions, oui. Maman, quand monsieur le prince est venu vous saluer à son retour de prison, avec monsieur mon oncle, et tout ce monde qui avait l'air de triompher de nous, si j'avais pas eu peur de vous fâcher. Mon petit roi, nous sommes presque leurs prisonniers. Je les aurais pourtant fait taire et sortir. Quand je serai le maître, ni monsieur, ni Condé, ni personne ne sauront l'oublier. Quand vous serez le maître, Louis, ne rappellerez-vous pas monsieur le cardinal qui nous a si bien servis? Je me sens très seule, toute seule avec vous. Maman, il faut combattre tous les sujets qui résistent, fussent-ils princes. Vous avez raison, Louis. Je vais changer ces petits ministres de mon conseil. Quelle heure est-il? Il fait encore nuit, monseigneur. Il est 5 heures. Vous avez compté mes chemises? Plus que 2 en Baptiste. Il faut en demander à M. Colbert. Comment va ma sœur? Madame Monsigny va mieux. Il est arrivé une bonne nouvelle dès ce matin. Le duc de Mercœur est en route pour rejoindre ici mademoiselle Laure. Voilà une constance qui prouve que je suis encore puissant. Ou que le duc a un cœur fidèle, tout simplement. Mais vous dites dès ce matin, le courrier est arrivé? Oui, monseigneur, avec M. de Lyon. 4 lettres de la reine, 4 de Colbert et une de Servien. Vous voyez qu'un secrétaire d'État peut aussi être un courrier de poste. Il y a eu des changements importants, monseigneur. Oh, laissez-moi deviner. Les princes sont sages parce qu'ils sont comblés. Étouffé de bonté. Le gouvernement de la Guyenne à Condé, de la Provence à Conti et de la Normandie à Longueville. Bien, Sa Majesté a pu brouiller un peu le Parlement avec les grands. Châteauneuf renvoyé du Conseil? Renvoyé. Le président Mollet est revenu. Il a pris les sceaux. Le Parlement demandait les États généraux. La reine a promis de les convoquer un peu plus tard. Aussitôt, tout s'est désuni. Les grands voulaient jeter Mollet à la Seine. Rien entre monsieur et les princes? On a fait remarquer au prince de Conti que
le charmant drapeau du parti de monsieur, la belle mademoiselle de Chevreuse, dont il avait promis de faire sa princesse, sortait un peu tôt le matin de chez le coadjuteur. Mariage rompu. Les deux frondes se tournent le dos. Bien. Ne pensez-vous pas que monsieur le prince reste notre plus grave ennemi? Si. Condé est un furieux. Plus on lui donne, plus il veut prendre. Il va de nouveau étaler l'insolence et la démesure avec sa sœur qui s'enivre de puissance comme lui de vin. Les jeux vont devenir des labyrinthes si mouvants que d'ici. Que c'est difficile de si loin cette rupture entre l'événement et la riposte. Entre les êtres aussi. Que devrais-je conseiller? Écoutez, il n'y a qu'un homme qui soit assez mêlé à tout ça pour en suivre les fils, c'est le coadjuteur. Gondi et Ducamp qui le fera cardinal. Il faut que la reine se l'attache à tout prix. Qu'elle lui donne ma place, s'il le veut, mon appartement, qu'elle le fasse roucouler, qu'elle l'endorme sous un chapeau rouge, mais qu'il la défende contre monsieur le prince. Il faut traîner. Dans 5 mois, le roi sera majeur. Je ne voudrais pas vous déplaire, pas même par la pensée qui n'est guère employée qu'à songer à la chose du monde qui m'est la plus chère, qui est vous. Coadjuteur, qu'il sera donc plaisant de vous appeler Monsieur le Cardinal. Votre Majesté se moque de mon pauvre mérite. Je ne devrais songer qu'à refuser trop de bienfaits. Mais je refuse que vous refusiez. Oh, madame, que de fois j'ai rêvé ici que votre Majesté ordonne et que j'engage ma vie. C'est une prière que je vous fais. Défendez-moi de ce fou. Il exige, il menace. Hier, j'ai dû céder. Et renvoyer du conseil Le Tellier, Servien et Lyonne. Ce matin, il veut poursuivre pour crime tous ceux qui écrivent au cardinal Mazarin. Il ne cache plus qu'il cherche à me faire emprisonner. Je vous en prie, aidez-moi. Madame, avec cette déclaration dont je vous ai lu le texte, nous allons dresser le Parlement contre Condé et l'obliger à quitter Paris. Mon sort est entre vos mains. Oh, madame, la joie de vous servir me ferait braver des armées. Vous avez promis le chapeau? Oui, contre 200 000 livres qu'il donnera à Colbert. Le cardinal en a grand besoin. Vous trahira-t-il? Non. J'ai flatté sa vanité d'homme, il est maintenant mon défenseur. Il prépare une déclaration où je dénoncerai la conduite de Condé. Il se charge d'y rallier monsieur. Malheureusement... Malheureusement? Il en profite pour me faire redire ma résolution d'éloigner pour toujours le cardinal. J'essaierai de raccourcir là-dessus. As-tu trouvé les chemises que demandait Colbert? Oui, madame, la plus fine Baptiste. Monsieur Colbert les jugeait trop belles. C'est moi qui les paie. Ce sera mon cadeau. Je vois dans ces déclarations qu'accuse Condé l'esprit sinon la main d'un homme d'intrigue. Celui que la reine a chassé n'aurait pas mieux fait. Le Sicilien vient de trouver un successeur. Je vous en ferai rendre raison comme une rébellion à notre maître. C'est Condé le maître. En dehors d'ici, je vous étranglerai. Rentrez vos armes. Ce n'est pas là le lieu. Monsieur de la Rochefoucauld, irons-nous donc jusqu'à nous tuer? Mais c'est que vous vous acharnez à m'en donner envie. Sur ce,
Le coadjuteur et la Rochefoucauld sont bien restés 3 jours brouillés. Chacun s'en mêle. C'est une confusion de labyrinthe. Et le nombre des négociateurs risque de ne pas servir votre éminence. Elle me perd, voulez-vous dire. Et le Parlement? Tout ce qu'il y a de censé adjure la reine de ramener la paix. Et le coadjuteur? Son zèle émeut Sa Majesté jusqu'à la tendresse. Il se voit souvent? Presque chaque jour. Dieu fasse qu'on ne surprenne pas la bonté de Sa Majesté. Il faut d'abord que les gardes soient toujours nombreux dans le jardin quand le roi y est. Monsieur le Prince pourrait risquer un coup de main par là. Je sais aussi qu'on dit des ordures devant le roi à tout moment, comme pour le débaucher. Ce petit vivonne qui ne le quitte pas ne vaut rien. Je vais m'en enquérir de près. Il faut éloigner du roi tous ceux qui le tiennent dans les flatteries perpétuelles. Sinon, il détestera ensuite ceux qui lui diront ses vérités. Et puis, qu'il travaille. Racontez-moi tout. Vous permettez, monseigneur? Eh bien. Je crois que je n'ai jamais vu une fête pareille. Le début du cortège touchait déjà le Parlement, que les derniers carrosses étaient au Palais Royal. Tout Paris était aux fenêtres ou sur les toits. Et le roi? Et le roi? Superbe. Souverain. Il était tout habillé d'or, avec un cheval vif. Il le faisait danser. Un très ange. C'est un cavalier magnifique. Ensuite, le roi a pris séance dans la grande chambre. Il a dit que sa majorité le conduisait à prendre lui-même le gouvernement de son État. Et alors? Puis il a remercié Sa Majesté la Reine. Comment était-elle? En broderie d'or, avec les diamants. Le roi l'a embrassée. Elle avait les yeux brillants. Puis il l'a prié d'être après lui le chef de son conseil. Elle a souri. Mon Dieu, que j'aurais voulu. Nous l'aurons au moins mené jusque-là. C'est que c'est fini, Monsieur n'est plus le lieutenant général du royaume. Ils ne sont plus rien, tous, que les premiers sujets du roi. Quelle mine faisait Condé? Il n'était pas là. Pas là? Oh! Il avait envoyé une lettre d'excuse que la reine a déchirée sans la lire. Et pourtant... Et pourtant? À présent, je n'ai plus que de mauvaises nouvelles, monseigneur. La veille, la reine avait consenti au Parlement, au prince et à monsieur, de faire 2 déclarations. Elle a pardonné à Condé. La première déclaration retire les accusations contre monsieur le prince, reconnaît son innocence et lui accorde le pardon. J'en ai apporté le texte. C'est bien ce que j'avais conseillé. Et
la deuxième. La deuxième déclaration a dû être conseillée par le coadjuteur. Imposée presque, je pense. Il est devenu très puissant. Le peu de suffisance du cardinal Mazarin étranger dans les affaires de l'État. Quoi? Et suite malheureuse de ses mauvais avis. Dilapidation. L'ennemi du repos de la chrétienté. Mais c'est une infamie. C'est par juste punition de tant de crimes que le dit cardinal a été banni du royaume. Le roi fait de nouveau express défense et inhibition au dit cardinal Mazarin, à ses alliés domestiques de jamais entrer dans le royaume de France, à peine d'être poursuivis comme criminels de lèse-majesté et perturbateurs du repos public. Le roi et la reine, la reine. Un voleur public, un insuffisant. Je demande mon honneur à la reine. Donnez-moi les lettres de la reine. Il n'y en a pas, monseigneur. Non. Non. Tout est perdu. Que puis-je faire d'ici? Je suis trop loin. Tout est perdu. Des années. Des années. Je renonce à tout, à tout. Je demande seulement mon honneur à la reine. Avec des larmes de sang. Quand votre poste peut-elle repartir? Sur le champ. La malheureuse. Elle n'a pas compris. Même le coadjuteur n'a pas compris. C'est maintenant que Condé va faire la guerre. Eh bien, nous, sigeurs, nous ferons la guerre. Insuffisant. Je vais me battre. T'as vu ce qu'a gagné le Mazarin? C'est le temps. Le temps pour le roi de grandir. Que voulez-vous faire? Le roi est majeur maintenant. Justement, il n'y a plus un moment à perdre. Ne songez-vous donc à rien quand vous étiez en prison? Où c'est la paix? Monsieur le prince, mon frère, éloigné à jamais de toute vraie puissance et de ce qui pourrait aller, qui sait, presque jusqu'au trône. Anne, vous êtes folle. Où c'est la guerre, c'est l'espoir. Où c'est la paix qui me ramène en Normandie avec mon mari en tranquille épouse. Où c'est la guerre et l'aventure. Et les nuits avec toi. Entre les deux, je choisis la guerre. Il y a comme une menace de prison dans le pardon du roi. Ne trouvez-vous pas? J'étais prêt à faire ma paix avec tout ça. Bon. Mais on m'emprisonne, on me libère, on m'accuse, on me pardonne, tout ça m'exaspère. Je ne supporte pas qu'on me touche. C'est vrai que toutes ces finasseries ont trop duré, mais sachez, si vous voulez la guerre, il faut la faire. Lorsque j'aurai tiré l'épée, ce ne sera pas pour crever des oreillers. Nous n'avons pas assez d'argent, pas assez de troupes. Nous avons des univers d'héroïsme. Ça n'a jamais suffi, croyez-le. Nous pouvons soulever la Guyenne, le Poitou, le Berry. Et les Espagnols. Parce qu'il va falloir s'allier aux Espagnols. Je pense que vous y avez songé. Que décidez-vous? La guerre. Alors je vais donc souhaiter la victoire de l'Espagne. Où est
est Condé? Il remonte à l'ouest. Il a pris Saintes et s'est installé à La Rochelle. Il se soumet mal. Mais le roi est sorti de Paris. Voilà le triomphe. Condé aurait serré autour de Paris comme on serre une gorge. D'ailleurs, cette ville est folle. Monsieur se demande qui il va trahir. Mademoiselle y promène sa bêtise. Les précieuses y ressemblent à des ogresses. Et le coadjuteur, il regarde le ciel pour voir s'il n'en tombera pas un chapeau. Quant au Parlement, c'est la cour de Péto. Tout le monde y parle à la fois. Sauf quand c'est contre vous. Là, le Parlement est unanime, hélas. La vente a commencé. Quoi? Tout? Même la bibliothèque? Les Bibles? Naudet a tout fait pour l'empêcher. Tout est vendu. Toutes les Bibles, les manuscrits. Ces Robins achètent par lots entiers. Et je voulais donner la bibliothèque à la France. Et ce Parlement est censé détenir l'intelligence rayonnante, détruire une bibliothèque. C'est un crime contre l'esprit. Un crime de bêtise, le moins pardonnable. Mais ils ne connaissent pas mon entêtement, je la referai. Voici vos ordres. Vous avez les lettres de crédit. Je veux des espions sous chaque pas de Monsieur le Prince. En souhaitez-vous aussi à Bourges auprès du roi, monseigneur? Naturellement. En ce cas, je suis en mesure de vous faire leur premier rapport. Monsieur de Lyon arrivera ici dans 2 ou 3 jours, porteur de lettres du roi et de Sa Majesté la Reine. J'entends bien. Vous voulez dire que vous les avez lus? Non. Mais je sais ce qu'elles vous diront. Le roi vous demande de le rejoindre aussi promptement que possible. Il pense que votre retour à son conseil est ce qu'il peut espérer de meilleur pour ses affaires. Écrivez. Sire, puisqu'il a plu à votre majesté de se souvenir de la passion que j'ai toujours témoignée pour la grandeur et la prospérité de sa couronne, et que mon but est d'aller exposer ma vie, tout périra où je serai près de vous dans 15 jours. En disant cela, je suis déjà hors de moi. Tout périra où je vous verrai dans 15 jours. En disant cela, je suis hors de moi. Rassemblez tout ce qui peut être rassemblé au sud de Châtillon, au-dessus des Marais. Regroupez les pièces d'artillerie, en dessous de Blénaud. Monsieur le duc d'Or, si vous rencontrez monsieur d'Auquincourt, dites-lui de rejoindre le camp à Briard. Bien, monsieur le maréchal. Voilà ce qui s'appelle se faire hacher menu. Je ne comprends pas. Nous prenons Tours, Amboise, Blois, Jargeau, et brusquement, dans ces petits étangs, c'est la déroute. Je ne comprends pas. Nous nous sommes laissés surprendre, tout simplement. Condé est arrivé. C'est lui qui commande son armée. Comment êtes-vous si assuré que ce soit lui? Sire, à la façon dont monsieur d'Auquincourt vient de se faire battre. Je reconnais la main parce que je reconnais les coups. C'est un désastre. C'est une défaite. Il ne nous reste donc que vos hommes et ceux qui restent d'Auquincourt. Oui, sire.
4000 hommes et mes canons. Et monsieur le prince? Avec sa cavalerie, environ 12 000 hommes. 12 000? Mais c'est énorme. Nous sommes perdus. Sire, dans cette guerre, vous soumettez la révolte d'un de vos sujets. Il faut tenir tête et vous battre. Ici, à Blénaud, sur la chaussée. La cavalerie de Condé sera obligée de s'y retirer. C'est ma foi vrai. Et vous la battrez de vos canons. Sire, monsieur de Turenne a raison. Il faut jouer le va-tout. Madame, avec votre permission, nous allons nous battre. Ce soir, vous serez prisonnier de monsieur le prince et nous serons tous morts. Ou vous serez roi de France. Cela dépendra de ma cavalerie, de mes canons. Vous oubliez, messieurs, que je suis le roi. Vous êtes ambassadeur d'un prince rebelle que je viens de vaincre et qui est en fuite. Je vous tiens aussi bien pour rebelle, monsieur le duc de... Monsieur de Goulas. Monsieur de Chavigny. Il ne me plaît pas de vous entendre. Vous traiterez de vos affaires avec monsieur le cardinal. Et enfin, si, elle se proscrit. Comment? Faut-il rappeler à monsieur de Chavigny que son proscrit est notre principal ministre? Monsieur de Mancini va vous conduire chez son oncle. Immédiatement, Paul, je vous en prie. Oh, Signor Léon, entrez. Monsieur le Duc, je me disais bien. Prenez place. Je me disais qu'après Blénaud, cette petite victoire d'Étampes, combien de morts déjà chez Monsieur le Prince? 1200. Je le sais, parce que Monsieur de la Ferté vient de se joindre à nous avec une force d'un peu plus du double. Non, le roi a tout son temps, voyez-vous. Nous connaissons bien la situation à Paris. Monsieur le Prince s'y engouffrait avec tant d'ardeur que monsieur n'y a plus beaucoup de place. Le Parlement se partage, sauf pour craindre les émeutes qui détruisent tout. Monsieur le coadjuteur... Mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? Monsieur le cardinal de Gondi de Retz ne sort pas de dessous son chapeau tout neuf. C'est bien normal. Non, je crois qu'en dehors de vous-même, quelques seigneurs égarés et bien sûr nos ennemis espagnols, Monsieur le Prince n'a d'appui que dans la canaille, ceux qui pillent, ceux qui ont roué de coups, mon pauvre Colbert. Et puis il y a autre chose. La bourse de Monsieur le Prince est vide. Mon Dieu, j'oubliais. Laissez-moi vous témoigner par quelques présents. Voyons. N'oubliez jamais ça. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Maintenant, il faut s'accrocher à chacun des pas de Condé et mordre.
Condé est tombé dans le piège. Il a fait face. Dans tout le faubourg Saint-Antoine, il a le dos collé au mur. Les Parisiens ne le laisseront pas entrer. Dis-moi vite. Maintenant, les canons de Monsieur de Turenne arrivent. Toute l'armée de Monsieur le Prince est devant la porte Saint-Antoine. Je crois qu'ils vont y mourir si les Parisiens n'ouvrent pas. On dit que la grande mademoiselle sur les remparts a fait tirer du canon contre le roi. Contre le roi? Seigneur mon Dieu, que Dieu lui pardonne. Dieu peut-être. Et moi. Et chez nous, le neveu de Monsieur le cardinal, Paul Mancini. Il est blessé. Il est mort, madame. La grande mademoiselle a fait ouvrir les portes. Monsieur le Prince est à Paris. Parlez, je. Maintenant, monseigneur, quand Dieu voit la peine des rois, la misère des hommes... Dieu n'est pas dans ces affaires-là. C'est quand elle nous mène là où est mon neveu que Dieu nous rejoint. Alors parlez. Sire, la mort ravage aussi Paris. Les ruffians de Monsieur le Prince ont incendié l'hôtel de ville. Ils ont massacré la garde bourgeoise et tué François Miron, le maître des comptes, qui l'a commandé. Le maréchal de l'hôpital est blessé. Il s'est formé un gouvernement de faux semblants, avec Monsieur pour lieutenant général de la couronne. Quand je suis major et roi. Condé généralissime. Beaufort gouverneur de Paris. Et le vieux Broussel prévôt des marchands. Tous commandent. Ces factieux vont se dévorer. Sire, c'est déjà fait. C'est du sang partout. Les canailles égorgent. Les gentilshommes s'enferment pour un sourcil levé. Monsieur de Beaufort vient de tuer en duel le duc de Nemours, son beau-frère. Ils étaient 8 à se battre. Une seule voix parle de raison, celle du président Molé. Avec une bonne moitié du Parlement, il a dit que tout allait périr sans le roi. Et qu'il s'échapperait de Paris pour Pontoise, comme Sa Majesté l'a ordonné. Les Parisiens sont là de la guerre, n'est-ce pas? Ce qui les retient de faire la paix et de chasser Monsieur le Prince, c'est que moi je sois là. Louis, nous tournons depuis un mois autour de cette ville qui n'a plus ni argent ni blé. La campagne n'est plus labourée depuis 3 ans. La moitié des maisons sont vides. Ne croyez-vous pas que nous pourrions nous éloigner, partir, je ne sais pas, vers Lyon? Un roi qui fuit perd sa couronne. C'est moi qui dois partir. Madame, il le faut. Sire, mon départ vous ouvrira Paris et vous ralliera tout le monde. Cette fois, je ne fuis pas. Je m'éloigne. Nous allons nous servir de mon départ pour négocier avec les frondeurs. Je vais vous proposer une déclaration solennelle qui ne me molesterait pas trop. La charte de constitution, déclarée le 22 octobre de l'année 1648, est annulée. Tous les arrêts pris par notre Parlement depuis, et y compris l'arrêt exilant notre principal ministre, le cardinal Mazarin, sont annulés. Le prince de Condé, le prince de Conti, la duchesse de Longueville sont déclarés coupables de lèse-majesté et leurs biens confisqués. Abolition spéciale et amnistie sont accordées à tout sujet qui en fera la demande, à l'exception toutefois des ducs de Beaufort, de La Rochefoucauld, de Rohan, du conseiller Broussel.
demande pourquoi le roi... Notre cher coadjuteur, le nouveau cardinal de Retz, est bien à l'abri dans son cloître. Il n'a garde d'en sortir, monseigneur. Il semble que la pourpre le bâillonne, celui-là. Ce silence me semble bien étrange. C'est le seul grand frondeur qui reste, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi le roi ou la reine... Voilà les lettres. Insistez auprès de Colbert sur cet inventaire de mes biens. On ne me dit rien. De loin, je m'y perds. Pourquoi ne revenez-vous pas à Paris, monseigneur? On vous y attend. Pas encore. Pas encore. Il faut donner du temps au temps. Il faut ensuite que le roi lui-même m'appelle. Je travaille à une grande lettre que le roi m'écrira, qu'on va imprimer, distribuer partout et publier en première page de la Gazette. Le royaume entier la lira. Vous avez voulu vous retirer d'auprès de moi pour satisfaire l'opinion de ceux qui avaient estimé que votre éloignement apaiserait les troubles de mon état, préférant ainsi l'intérêt de mon service à votre fortune particulière. Vous vous souvenez, il y a presque 2 ans, ici même, Pimentel, les offres de l'Espagne? Non. Non. J'ai une maladie de fidélité. C'est la moelle de mon corps. Il ne serait pas raisonnable que pour plaire à ceux qui se sont déclarés si ouvertement ennemis de leur patrie, je me privasse plus longtemps de vos bons conseils, de votre longue expérience dans la conduite des affaires, des grandes affaires. Au fond, j'ai l'air d'un Italien bavard. Je me demande si je ne suis pas un homme froid, patient. Si ce n'est pas la mécanique de l'esprit qui me sert de passion. Le repos et le cardinal de Retz sont incompatibles dans un même lieu. Monsieur le cardinal me précise ici que si Retz n'a pas encore fait son accommodement avec monsieur le prince et l'Espagne, il est sur le point de le faire. Ainsi, tout recommencerait. Monsieur de Jeur, le cardinal n'a-t-il rien ajouté de plus? Il m'a dit une phrase bizarre, sire. Pour que le renard prenne la poule d'eau, il faut qu'il la fasse sortir de la basse-cour. J'entends. Eh bien, messieurs, voilà qui est aussi clair que le seraient vos meilleurs conseils. Retz n'est-il pas curé de Saint-Germain? Si fait. Le Louvre fait partie de cette paroisse. À la Noël, je veux y entendre le prêche du cardinal de Retz. Mais d'abord, je veux m'en entretenir avec lui. Bien sûr, c'est cette maladie qui vous tenait enfermé dans votre cloître. L'éclat de votre pourpre ne méritait pas un séjour si retiré. Je suis heureux de vous accueillir. Sire, que votre majesté me permette de lui rendre grâce. Ne partez pas, monsieur le cardinal. Allons saluer ensemble madame ma mère, avant d'écouter votre messe. Quel sera donc le sujet de votre prêche? Sire, j'ai songé à une méditation sur l'élévation que doit avoir l'Église, qui seule a le droit de parler de leurs devoirs au roi. Voilà bien un sujet sévère et audacieux. Ne croyez-vous pas, monseigneur, que les rois entendent leurs devoirs en bas de leur peuple et en haut de Dieu? Monsieur le cardinal sait que les rois pourraient être parfois faibles ou insouciants. Ainsi que leur sujet, d'ailleurs. Mais ne soyons pas austères. Regardez-moi, monsieur le cardinal.
J'aime la comédie, j'aime la danse. Je ne songe, à cette heure, qu'au ballet des bienvenus que j'ai dans la tête. Un jeune prince étourdi aimerait se reposer sur des sujets fidèles. Il danse. Ils dansent ensemble. Voyez-vous? Il ne voit pas que, peu à peu, chacun le quitte. Il danse. Quand il a fait le dernier rond de jambe, il hésite. Il s'aperçoit qu'il n'a plus de vis-à-vis. Et surtout, qu'il n'y a plus personne sur le théâtre. Monsieur le cardinal, au nom du roi, j'ai ordre de vous arrêter. Sire, je disais à Sa Majesté la Reine que vous avez l'âme la plus candide et la plus sincère qui soit dans tout votre état. Vous ne voyez pas que le cardinal de Retz ne vous est pas fidèle? Mon père, je viens de faire arrêter Séan, le cardinal de Retz. Il sera ce soir à Vincennes. Louis. Ah, Louis, vous avez osé. Voilà le repos désormais possible. Je le crois, madame. Louis, notre cardinal va peut-être entendre cette fois mes prières. Si vous lui demandez, vous aussi. Je lui ai écrit, maman. Votre trône a besoin d'un conseiller qui nous aime. J'ai besoin de lui. Conti! Rebelle en fuite! Beaufort! Rebelle en fuite! Namur! Mort! Monsieur! En exil à Limours! Mademoiselle! Au diable! À Saint-Fargeau! Retz! Frondeur en prison! Condé! Traître au service de l'Espagne! Le cardinal Mazarin! Mazarin! Cardinal Mazarin! Mazarin!